Le 10 août 2018, c'était une soirée d'été typique à l'aéroport international de Seattle-Tacoma. Le soleil se couchait sur le Puget Sound, projetant de longues ombres sur les pistes et à l'intérieur du terminal. Les passagers attendaient leur vol en buvant un café, tandis que, sur le tarmac, tout se passait normalement. Parmi le personnel au sol qui travaillait ce jour-là, se trouvait un homme nommé Richard Russell. Presque tous ses collègues l'appelaient simplement Bibo, un surnom de famille. Il avait 28 ans, était originaire de Vassilija, en Alaska, et travaillait pour Horizon Air depuis un peu plus de 3 ans à ce moment-là. Marié, il suivait des études supérieures en ligne et était actif dans sa communauté religieuse locale. Un mari et un ami un peu maladroit, mais aimant, selon presque tous les témoignages. Chez Horizon, il était agent de service au sol dans l'équipe de remorquage, ce qui impliquait diverses tâches. Et cela comprenait le chargement des bagages, le guidage des avions vers leur emplacement et l'utilisation du tracteur de pushback pour déplacer les avions sur l'aire de trafic. Ce travail, ni prestigieux ni bien payé, ne préoccupait pas Russell. Il était apprécié de ses collègues, connu pour plaisanter et publier des vidéos amusantes en ligne. Bonjour, je suis Bibo Russell, agent de service au sol. Je porte vraiment beaucoup de bagages, énormément. Oh, un violet. Pour son employeur, il était probablement juste un autre employé de l'aéroport, ou, avec un gilet réfléchissant, quelqu'un que vous pourriez croiser sur le tarmac sans jamais y prêter attention. Avec le recul, c'est en partie ce qui rend cette histoire troublante. Russell, grâce à son travail, avait un accès illimité au côté piste. Zone sécurisée de l'aéroport où les avions sont stationnés et entretenus. Comme des milliers d'employés de compagnies aériennes, il avait obtenu un badge après la vérification initiale des antécédents. Et c'était à peu près tout. Il était accepté et personne n'aurait pensé à remettre cela en question à moins qu'un élément particulier ne soit découvert. Les employés du tarmac étaient soumis à un contrôle de sécurité standard, comme les passagers avant d'entrer côté piste. Chaque jour où ils venaient travailler, mais après cela, ils pouvaient aller à peu près partout où ils le souhaitaient sur le tarmac, sauf dans les zones qui leur étaient spécifiquement interdites. On appelle cela dans l'industrie l'accès côté piste. Il est essentiel de bien comprendre sa signification. Vous voyez, les employés de l'aéroport, la sécurité se divise en plusieurs groupes, chacun soumis à un niveau de rigueur et de détail différent pour les vérifications des antécédents. Le premier niveau concerne les vérifications effectuées pour les employés travaillant dans des établissements comme la restauration rapide, les restaurants ou les boutiques à l'intérieur du terminal. Ces contrôles sont souvent moins stricts, car ces employés n'ont besoin que d'une autorisation pour accéder aux zones stériles après le contrôle des passagers, mais pas aux pistes extérieures. Le contrôle suivant vise le personnel côté piste, comme Russell, qui accède aux zones sécurisées où les avions sont stationnés, chargés et entretenus. Et la majorité des vérifications pour le personnel côté piste sont axées sur la prévention des crimes tels que le vol, la contrebande ou l'aide au transport de marchandises illicites. Pas nécessairement sur le dépistage des problèmes de santé mentale ou des facteurs de risque psychologiques. Il est donc important de noter que ces employés ne sont pas soumis aux mêmes évaluations psychologiques que les groupes finaux les plus scrutés. Les équipages de conduite, les personnels de cabine et les contrôleurs aériens. Cependant, il n'est pas certain que même ce type d'évaluation psychologique aurait permis de détecter ce que Richard Russell allait entreprendre. Et absolument rien dans son comportement, ses relations sociales ou ses passe-temps n'a donné le moindre indice non plus. Selon tous, c'était un jeune homme très charmant. Il avait peut-être un peu le mal du pays pour l'Alaska, mais rien de plus. Avant d'aller plus loin, je précise que les recherches pour cet épisode ont été faites différemment de d'habitude, car il n'existe aucun rapport officiel du National Transportation Safety Board sur cet incident, uniquement des interviews, des dossiers du FBI et des articles. Et je tiens à faire une mention spéciale à un article de Rolling Stone écrit par Tim Dickinson, et je mettrai le lien dans la description ci-dessous. Quoi qu'il en soit, je tenais vraiment à raconter cette histoire parce que je pense qu'elle met en lumière certaines faiblesses dans nos protocoles de sécurité. Mais c'est aussi parce que je suis très intéressé par la mise en avant des questions de santé mentale. Nous devons rester attentifs aux personnes autour de nous qui pourraient avoir besoin d'aide ou de soutien.
Bref, vous connaissez Richard Russell, mais qu'en est-il de l'avion qui va bientôt être au centre de cette histoire? Eh bien, il s'agissait d'un bombardier Dash 8 rutilant, qui est un avion relativement moderne. Et comme tous les avions de ligne aujourd'hui, il serait considéré comme assez complexe à démarrer et à piloter. Pour quelqu'un ayant du temps, de l'accès et de la curiosité, apprendre les processus de base reste possible, ce qui mérite d'être rappelé. La série Dash 8-400, également appelée Q-400, est un biréacteur turbopropulseur de taille moyenne construit par Bombardier au Canada. Il possède deux moteurs Pratt & Whitney P850 et une autonomie d'environ 1100 milles nautiques. À l'époque de cette histoire, il était le cheval de bataille de la flotte Horizon où il était chargé d'assurer de courts trajets dans tout le nord-ouest et la côte ouest. Comme de nombreux avions régionaux, ces appareils restèrent parfois stationnés sur des parkings éloignés entre deux vols loin du terminal. Dans ce cas-là, ils n'étaient ni surveillés ni verrouillés, car pourquoi le seraient-ils? On partait du principe que toute personne présente côté piste était autorisée à s'y trouver, et même si quelqu'un montait à bord, l'inquiétude portait davantage sur le fait de manipuler l'avion ou d'en voler des pièces, pas vraiment sur le vol de l'avion lui-même. Cette confiance envers les employés de l'aéroport comme Russell s'étendait en réalité à l'utilisation de certains systèmes de l'avion également, comme l'APU, l'unité de puissance auxiliaire par exemple. Petit turboréacteur fournissant puissance pneumatique et électricité à l'avion quand les moteurs principaux sont arrêtés. Et il n'aurait pas été inhabituel qu'un employé du tarmac ayant la formation adéquate soit autorisé à démarrer l'APU. Par exemple, afin de faciliter le remorquage de l'avion ou de le réchauffer lors des matins froids. Voir une personne en gilet haute visibilité démarrer l'avion n'aurait pas forcément attiré l'attention. Bien sûr, l'APU sert aussi à démarrer les moteurs de l'avion, si vous savez comment faire. Avant de continuer, voici une anecdote intéressante. Techniquement, l'APU était une option sur le Q400, mais en réalité, aucun Q400 n'a jamais quitté l'usine Bombardier sans en être équipé, car il était tout simplement considéré comme trop utile. À l'inverse du Q400, le ATR-72, un autre turbopropulseur régional populaire, ne possède pas d'unité auxiliaire de puissance. Il doit donc soit être connecté à une alimentation électrique externe au sol, soit faire tourner l'un de ses moteurs principaux, simplement pour garder les lumières et les systèmes allumés lorsqu'il est stationné sur le tarmac. Évidemment, ce n'est pas l'idéal. Il m'est en fait difficile d'imaginer les opérations quotidiennes sans accès à une APU. Et de la même manière, il m'est aussi difficile d'imaginer faire fonctionner cette chaîne sans l'accès au sponsor d'aujourd'hui, NordVPN. Nord aide à faire tourner cette chaîne depuis un certain temps déjà. Nous l'utilisons aussi en recherche pour accéder à des articles, publications scientifiques ou vidéos géorestreintes. Avec Nord, nous pouvons facilement accéder où nous voulons virtuellement. Pour obtenir les meilleurs prix sur hôtel, vol et location de voitures, comparez selon votre lieu de réservation, car les tarifs varient beaucoup. Nord propose également des outils puissants de cybersécurité, ce qui devient de plus en plus important chaque jour. La protection contre les menaces pro vous protège même sans VPN activé. Avec des centaines de serveurs dans plus de 60 pays, les services de Nord sont ultra rapides et vous pouvez utiliser le même abonnement sur 10 appareils différents, protégeant ainsi toute votre famille. En ce moment, vous, mes spectateurs, bénéficierez de 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous utilisez ce code QR ou allez sur nordvpn.com/pilote et inscrivez-vous à l'abonnement de 2 ans. Merci beaucoup, Nord. Maintenant, poursuivons l'histoire. Nous savons, d'après des interviews menées plus tard, que Russell avait passé pas mal de temps à regarder des vidéos de cockpit sur YouTube. Il aimait aussi les jeux vidéo, notamment les simulateurs de vol, et il avait publié des vidéos légères depuis le tarmac, plaisantant sur son travail et les petites particularités de travailler dans un aéroport. Et même si rien de tout cela n'avait suscité d'inquiétude à l'époque, il deviendrait plus tard évident que Russell était bien plus curieux et bien plus compétent que ce que ses collègues ou ses supérieurs avaient imaginé. Il y avait aussi quelques signaux d'alerte. Un pilote de SkyWest Airlines a trouvé 2 fois Russell dans le cockpit de son avion stationné à SeaTac, puis en a parlé aux autorités, selon le Seattle Times. Russell avait même demandé à l'observer lors des procédures de préparation au vol.
Une autre fois, il avait surpris Russell et un agent de piste dans le poste de pilotage à manipuler des interrupteurs. Aujourd'hui, avec le recul, il est évident que ce n'était pas bon signe. Mais à l'époque, je comprends qu'il aurait été facile de simplement considérer cela comme l'intérêt profond de quelqu'un passionné d'aviation. Et souvenez-vous, Myla, elle aurait probablement été formée à utiliser des équipements comme l'APU et les feux, par exemple, donc il aurait pu être autorisé à actionner certains interrupteurs là-dedans, si nécessaire, bien sûr. Tout aussi important que la préparation de Russell, c'est ce qu'il n'a pas fait. Il ne semble pas qu'il ait eu un quelconque grand plan de ce qu'il voulait accomplir avec sa future cascade. Même si sa préparation et sa curiosité semblent indiquer qu'au moins une certaine idée avait pu exister dans son esprit depuis un certain temps. C'est ici que cette vision globale commence à se concrétiser. Non seulement les actes d'un homme, mais aussi son environnement. Un environnement où les vérifications d'antécédents n'avaient lieu qu'une seule fois, où le soutien en santé mentale était pratiquement inexistant et où la frontière entre curiosité et compétence n'était pas toujours évidente. Quoi qu'il en soit, c'était le monde de Russell. Ce vendredi après-midi calme, il est allé travailler une dernière fois. Il a pointé à 14h30 heure locale à Seattle pour une journée normale. Déplacer les bagages, aider au remorquage et assurer le bon fonctionnement du tarmac. Personne n'a rien remarqué d'inhabituel chez lui. Il était amical avec ses collègues, saluait les gens sur le tarmac, échangeait quelques mots, comme toujours. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'à un moment de la journée, Russell avait dû se décider. Il allait maintenant passer à l'action. Vers 19h15, alors que l'équipe du soir prenait la relève, il quitta son poste pour un coin tranquille de l'aérodrome. Une position éloignée appelée 1 alpha, située bien loin de l'agitation du terminal passager. Un bombardier Q400 immatriculé, November 449 Québec X-Ray, était garé à cette position. Cet avion était exploité par Horizon Air, la filiale régionale détenue à 100% par Alaska Airlines. Plus tôt, il avait fait son dernier vol prévu de l'île de Vancouver à Seattle. Il était prévu qu'il vole de nouveau le lendemain, mais à ce moment-là, il était inoccupé et simplement stationné là. Peut-être pour quelques travaux d'entretien légers, ou simplement pour être à l'écart jusqu'à ce qu'il soit de nouveau nécessaire. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y avait pas d'agent de sécurité surveillant directement l'avion, mais il y avait des caméras de surveillance dirigées vers lui. À ce moment-là, l'agent de sécurité en service était occupé à aider un véhicule à accéder à une porte dans une autre partie de l'aéroport. Mais, comme je l'ai expliqué plus tôt, même si vous aviez surveillé les caméras, il n'y aurait rien eu d'étrange. Un agent de piste approche l'avion avec une dépanneuse, l'attache et démarre l'APU. Peut-être que la compagnie aérienne avait besoin de l'avion pour un vol, ou peut-être pour autre chose comme de la maintenance. L'agent de sécurité n'en aurait eu aucune idée. Une fois Russell arrivé à l'avion, il a d'abord retiré les cales de roue. Il a relié la remorque au train avant, puis est monté dans l'avion pour démarrer l'APU. Il a dû utiliser tout ce qu'il avait appris sur YouTube et avec les simulateurs pour configurer l'avion. Assez pour démarrer ses moteurs. Comme je l'ai déjà mentionné, cela n'aurait pas été facile car il faut suivre les étapes dans le bon ordre. Et aussi comprendre comment l'aire de prélèvement de l'APU doit être configurée pour réussir cette opération. L'avion devait également avoir encore un peu de carburant dans ses réservoirs après son vol précédent, où il avait peut-être été ravitaillé à l'avance pour le prochain vol. C'est difficile à savoir, mais il est probable qu'il n'avait pas tant de carburant que ça, comme nous allons bientôt le voir. Maintenant, la raison pour laquelle nous ne savons pas exactement ce qu'il a fait ici, ni combien de carburant il y avait à bord, c'est encore une fois parce que nous n'avons pas eu accès au rapport final ni aux impressions de l'enregistreur de données de vol. Mais il s'avère que ce n'est pas si important de toute façon. Ce que nous savons cependant, c'est que Richard a bien démarré les deux moteurs avant de ressortir et d'utiliser son tracteur pour faire pivoter l'avion, afin de le placer face au trajet vers la piste et à la piste qu'il comptait utiliser. Lorsqu'il a déconnecté le tracteur, comme les moteurs tournèrent désormais et qu'il n'y avait personne dans le cockpit pour maintenir les freins comme cela se fait normalement, l'avion a commencé à bouger. Il a donc dû se précipiter vers la porte L1, refermer la porte derrière lui, puis s'installer sur le siège du commandant de bord pour empêcher l'avion de lui échapper. Jusqu'à présent, c'est sans doute la seule chose qui aurait paru étrange sur les caméras de surveillance. Comme je l'ai dit, personne ne regardait.
Maintenant, nous ne saurons jamais vraiment ce qu'il pensait à ce moment-là, si c'était un pur élan ou une partie d'un plan. Mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de là, ses actions étaient délibérées et il était déterminé. Il aurait encore pu arrêter la suite des événements à ce moment-là. Oui, il aurait sûrement été renvoyé et poursuivi pour ses actes, mais il aurait survécu. Mais parfois, nous, les humains, avons tendance à faire des choses vraiment stupides. C'est comme le biais des coups irrécupérables. Je suis trop engagé pour arrêter. Mais en réalité, vous pouvez et vous devriez probablement vous arrêter. Quoi qu'il en soit, le Q4Sense n'est pas vraiment un avion adapté aux débutants. C'est une machine complexe qui demande des mois de formation à des pilotes expérimentés pour pouvoir l'exploiter en toute sécurité. Richard avait manifestement bien fait ses devoirs ici. Comme je l'ai dit, il avait passé du temps sur des simulateurs de vol, lu des manuels d'avions accessibles au public et regardé d'innombrables heures de vidéos de cockpit en ligne. Avec le temps, progressivement, il est probable qu'il avait acquis suffisamment de connaissances pour faire bouger l'avion et le mettre dans une configuration qui lui permettrait aussi de décoller. Il n'avait pas de licence de pilote et, selon les enquêteurs, il n'avait jamais suivi de formation officielle. Mais il en savait juste assez et les systèmes à bord n'étaient pas conçus pour l'en empêcher. Le Q400, comme tout avion de ligne, n'a ni contact, ni clé, ni verrou. La sécurité des avions dépend surtout d'empêcher toute personne non autorisée d'approcher, ce qui a visiblement échoué ici. Mais je tiens à souligner qu'en dehors de l'intention de Russell ici, le système sous-jacent avait fonctionné comme prévu. Il avait simplement échoué à anticiper qu'une menace interne pouvait se manifester de cette manière. De la même manière que les actes horribles du copilote à bord du vol Germanwings, le 9525 n'avait jamais été envisagé avant que cela n'arrive il y a 3 ans. Quoi qu'il en soit, pendant que tout cela se passait, aucun de ses collègues n'avait initialement remarqué que Russell manquait à l'appel. Et ce n'était pas un oubli. C'était sans doute normal à l'époque. Les agents comme Russell travaillaient souvent sans supervision. Et j'ai moi-même travaillé sur le tarmac dans la même fonction, chez moi en Suède. Je peux témoigner qu'il suffit d'être présent lors du travail, comme pour charger ou décharger. Personne ne se serait vraiment soucié de ce que je faisais à l'époque. 1932 November, 449 Québec X-Ray a soudainement commencé à avancer vers la piste. Au début, cela n'a suscité aucune alarme. L'avion a roulé lentement depuis son emplacement, circulant sur l'aire de trafic comme s'il se repositionnait pour la maintenance ou un déplacement. Et ce genre de mouvement au sol est courant dans les grands aéroports, même si dès qu'il entre dans la zone de manœuvre, comme l'aire de trafic active, les voies de circulation et bien sûr la piste, il aurait dû obtenir une autorisation du contrôleur aérien. Mais en dehors de cette zone, et de loin, cela aurait probablement semblé aux personnes dans la tour comme quelque chose de tout à fait routinier. Peut-être que cet avion effectuait un run-up ou peut-être qu'il devait être déplacé vers une zone de maintenance. Normalement, il aurait dû demander l'autorisation de démarrage de toute façon, et qui sait, peut-être que quelqu'un a simplement oublié cela. Mais très vite, les contrôleurs aériens se sont rendus compte que quelque chose n'allait vraiment pas ici. Cet avion n'a répondu à aucun appel radio, n'a pas déposé de plan de vol ni demandé d'autorisation et n'a rien coordonné avec l'exploitation. Ainsi, lorsque l'avion s'est engagé sur la voie de circulation Charlie, les contrôleurs de la tour de SeaTac ont commencé à concentrer toute leur attention sur cet avion hors de contrôle. Le Q400 a rapidement poursuivi son déplacement non autorisé sur la piste 1-6 centre, tandis que les contrôleurs tentaient désespérément d'obtenir une réponse de sa part. Appareil sur Charlie s'alignant sur la piste 1-6 centre. Indiquez votre indicatif d'appel. Ils ont contacté la radio sans obtenir de réponse. Le contrôleur a répété la question, mais le Q400 en roulage est resté silencieux. Quelques secondes de plus se sont écoulées et le ton du contrôleur a changé. Il a presque crié lorsqu'il a appelé. Quel est l'appareil sur la piste 1-6 centrale? À ce moment, ils avaient sans doute admis qu'il y avait un vrai problème, mais ne savaient pas comment l'arrêter. Une fois que Novembre 499 Québec X-Ray roulait seul, il devenait extrêmement dangereux de s'en approcher. Le Q400 possède 2 hélices à 6 pales de 3 mètres de diamètre. Et même au ralenti, ces pales tournent déjà à environ 1000 tours par minute, donc s'en approcher n'est pas une option.
Je suppose qu'en théorie, un véhicule quelconque aurait pu être utilisé pour bloquer sa trajectoire si quelqu'un avait eu la présence d'esprit d'y penser assez rapidement. Ignorant les intentions de la personne dans le cockpit, cela aurait aussi été très dangereux. Tout cela signifiait qu'une fois que Roussel était en mouvement, il n'y avait tout simplement aucun bon moyen de l'arrêter, car il alignait son avion sur la piste 16 Centre, la piste centrale de départ de SeaTac. À ce moment, un pilote d'Alaska Airlines sur le taxiway a signalé ce qu'il voyait à la radio. Ses roues fument de chaque côté alors qu'il roule sur la piste. Il est sorti en trombe de la zone de fret devant Delta et il n'y a qu'un seul pilote à bord. Et en réponse, le contrôleur aérien de la tour a simplement confirmé l'évidence. Très bien, je ne lui parle pas. Maintenant, c'est incroyable. Non seulement Russell avait réussi à démarrer l'avion, puis à faire le trajet vers la piste avec le gros bimoteur à turbopropulseur et à l'aligner sur la piste, mais il avait apparemment aussi réussi à configurer correctement les volets, régler la compensation, mettre l'alignement des hélices en mode automatique et effectuer la rotation en toute sécurité, tout cela sans aucune formation appropriée. La fumée des roues était sans doute causée par les forces latérales, alors qu'il essayait de maintenir l'avion stable sur l'axe central sans savoir ce qu'il faisait. Quoi qu'il en soit, à 19h33, le Q400 volé a décollé dans le ciel du soir et s'est d'abord dirigé directement vers le mont Rainier, un immense volcan situé au sud-est de Seattle, désormais facilement visible sous le soleil couchant. Et pour la première fois depuis les attentats du 11 septembre, un avion de ligne était désormais contrôlé par une personne non autorisée dans le ciel américain. Et cela après avoir été volé dans l'un des aéroports les plus fréquentés des États-Unis. Un scénario auparavant impensable. Dans des circonstances normales, l'espace aérien utilisé par les avions pour voler est un environnement hautement chorégraphié. Chaque avion suit un plan de vol, communique avec le contrôleur et suit des instructions pour éviter les conflits. Mais si quelqu'un entre sans prévenir, sans plan de vol ni volonté de suivre les procédures, tout se dérègle rapidement. Les contrôleurs aériens sont formés pour gérer le trafic dans une structure prévisible, pas pour faire face à des avions hors la loi agissant sans coordination. Même la simple séparation des avions devient un cauchemar, car on ne peut pas planifier avec quelqu'un qui ne suit pas les mêmes règles. Au sol, les pilotes d'Alaska Airlines ont lancé un appel. Tour, vous devez appeler et faire décoller des avions de chasse immédiatement. Il voulait dire faire décoller d'urgence les avions de chasse de l'United States Air Force. La tour a répondu, brièvement et clairement. Oui, c'est le cas. Les contrôleurs aériens avaient aussitôt déclenché les protocoles d'urgence. Peu après le départ du Q400, les contrôleurs de SeaTac avaient communiqué par radio. Ceux en attente du départ, restez un instant avec moi. Peu après, la FAA et le centre de Seattle ont aussi ordonné un arrêt au sol pour toute la zone. Et tous les avions en vol ont reçu l'ordre d'entrer dans des circuits d'attente. Il a fallu quelques minutes avant que le contrôle aérien de SeaTac décide d'aller plus loin. Ce délai s'expliquait sans doute par la priorité donnée à la sécurisation du reste du trafic dans la zone. Peut-être aussi parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qui se passait. Personne ne pense vraiment à un avion volé comme première explication. Quoi qu'il en soit, une fois qu'ils ont décidé d'agir, leur première démarche a été d'appeler le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou NORAD. Aujourd'hui, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord est surtout connu grâce à des films comme War Games. Mais en réalité, il surveille toutes les menaces envers l'espace aérien en Amérique du Nord, pas seulement les attaques de missiles. Cela est devenu particulièrement vrai dans les jours qui ont suivi le 11 septembre, lorsque la menace de détournement et d'utilisation d'avions comme arme s'est révélée être très réelle. Mais les activer présentaient aussi un certain risque ici. Si c'était en réalité une sorte de panne radio étrange ou un énorme malentendu procédural, envoyer des chasseurs intercepter l'avion pouvait représenter un risque supplémentaire. Prévenir le centre de contrôle ouest du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord d'un détournement d'avion n'était pas une décision à prendre à la légère. Les premières informations au commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord indiquaient juste qu'un avion avait décollé sans autorisation. Et c'est quelque chose qui arrive de temps en temps à cause d'erreurs de communication et qui n'est donc pas toujours pris très au sérieux. Cela signifiait donc qu'au départ, il n'y a pas eu de réaction directe à l'appel, à part donner l'ordre aux pilotes de chasse de s'équiper, en gros, de se préparer. Les chasseurs
n'ont pas été envoyés tout de suite, ce qui sera vivement critiqué plus tard. Environ 10 minutes après le début du vol, les contrôleurs aériens ont finalement réussi à entrer en contact avec Russell sur la fréquence de départ. Et sa première déclaration à la radio était, à tout le moins, clarifiante. Russell a répondu à une question non enregistrée sur les bandes du contrôle aérien. Mec, je suis un agent de service au sol, je ne sais pas ce que c'est. Je pense qu'il suffit de le démarrer et de le faire voler quelques heures, mais je ne saurais pas l'atterrir. Je n'avais pas prévu de le faire atterrir. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, informé de la situation 7 minutes après le décollage, suivait alors le vol et discutait des mesures à prendre. Suite à ce premier contact radio, les contrôleurs ont rappelé le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord pour une mise à jour. Le pilote paraissait suicidaire. La première manœuvre de Russell a conduit l'avion autour du mont Rainier, effectuant un virage prononcé autour du sommet de 14 500 pieds, le faisant brièvement disparaître du radar et perdre le contact radio. À 19h48, le Q400 est enfin réapparu. Le contact radio avec Russell était d'abord intermittent avant que le contrôleur aérien ne puisse finalement le transférer sur sa propre fréquence dédiée. Et après avoir fait le tour du mont Rainier et être revenu, Russell a ensuite dirigé son Q400 vers le Puget Sound et l'avion semblait prendre de la vitesse. Il a ensuite continué en commençant à tourner dans l'espace aérien autour de la base commune Louis McChord, avec son altitude variant constamment entre 6 000 et 15 000 pieds. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui le surveillait activement, redoutait qu'il ne fonce vers le centre-ville de Seattle, où des milliers de personnes assistaient à un concert de Pearl Jam. Et s'il le faisait, les conséquences pourraient évidemment être catastrophiques. Aucune preuve ne montrait que Russell comptait agir ainsi, mais il préférait ne prendre aucun risque. Ainsi, après que l'avion ait volé tout seul pendant près de 15 minutes, les avions de chasse ont finalement été envoyés. À 20h08, les deux F-15 ont décollé de l'aéroport international de Portland. Et lorsqu'ils ont été autorisés à passer en supersonique, les F-15 ont rapidement laissé derrière eux un énorme bang supersonique et ont intercepté Russell en seulement 7 minutes environ. Mais ils n'étaient pas autorisés à intervenir, du moins pas au départ. Actuellement, le NORAD a estimé que Russell n'avait pas de mauvaises intentions. Mais même en sachant qu'il était clair qu'il n'avait aucune intention de tenter un atterrissage, il semblait savoir comment cela finirait pour lui. Et cela, évidemment, n'était pas bon. Les contrôleurs du Seattle Center restaient en contact avec lui alors qu'il réapparaissait derrière la montagne. Il a commencé par s'excuser et dire qu'il avait dû enlever son micro parce qu'il avait eu besoin de vomir. Désolé, mon micro s'est détaché, j'ai un peu vomi. Vous savez, attendez. Ah, merci. Idan a poursuivi en disant « Mec, je suis désolé pour ça, j'espère que ça ne va pas te gâcher la journée. » Le contrôleur a poursuivi la conversation et, lui demandant s'il se sentait à l'aise de piloter, Russell a répondu avec une confiance nouvelle. « Juste faire voler l'avion, tu sembles à l'aise avec ça ?» Oh, carrément, c'est génial. Mec, j'ai déjà joué à des jeux vidéo. C'est un peu ce que je fais. Il a affirmé que tout allait bien puis s'est émerveillé devant le mont Rainier. Il adorait la randonnée et la nature. D'accord, vous voyez tout le terrain autour. Vous n'avez aucun problème de visibilité? Tout va bien, je reviens d'un tour autour du mont Rainier, c'est magnifique. Il a dit avoir assez de carburant pour aller voir les montagnes Olympiques, une autre chaîne à proximité. Je crois avoir assez de carburant pour visiter les montagnes olympiques. Et, oui. Ce commentaire nous montre aussi qu'il savait où vérifier la quantité de carburant dont il disposait. Et d'après ce qu'il a dit, il a dû se rendre compte qu'il n'en restait plus beaucoup. Il a également commencé à indiquer qu'il comprenait que l'armée devait avoir été activée. Il a demandé si le contrôleur aérien donnerait des instructions pour les avions de chasse. Quand le contrôleur aérien lui a confirmé que ce n'était pas le cas et qu'il voulait juste l'éloigner des autres avions près de SeaTac, Russell s'est excusé à nouveau en disant « D'accord, je ne veux pas m'en mêler. Content que vous ne le fassiez pas. Je gâche la journée de tout le monde. »
C'est en fait assez déchirant de lire les transcriptions de cette conversation, car on voit clairement qu'il ne s'agissait pas d'un homme animé par une quelconque quête malveillante. Son ton oscillait constamment entre l'excuse, l'excitation et la peur, et il prenait probablement maintenant pleinement conscience de la gravité de ce qu'il avait déclenché. Le contrôleur aérien a tenté de le garder concentré et lui a suggéré de penser à atterrir l'avion en sécurité. Il y a la piste juste sur votre droite, à environ 1 mile. Vous la voyez? C'est McCord Field. Mais Roussel a simplement répondu. Oh là là, ces gars-là me passeraient un savon si j'essayais d'atterrir là-bas. Je pense que je pourrais aussi abîmer quelque chose là-bas. Je ne voudrais pas faire ça. Terrifié, il a appelé. Oh, ils ont probablement de la défense contre avion. Il faisait probablement référence à des missiles anti-aériens qui pourraient éventuellement être utilisés pour l'abattre. Le contrôleur aérien a calmement expliqué qu'il n'avait pas cela et voulait juste l'aider à atterrir en sécurité. À cela, Russell a répondu qu'il n'était pas encore prêt à poser l'avion. Et il a également commencé à parler des jauges de carburant qui descendaient rapidement, ce qui indique encore une fois qu'il a dû décoller avec peu de carburant dans ses réservoirs. Ouais, pas encore tout à fait prêt à le poser, mais bon sang. Je dois arrêter de regarder le carburant parce qu'il descend vite. Il a également commencé à parler avec le contrôleur aérien de ce qui lui arriverait s'il atterrissait réellement. C'est probablement la prison à vie pour ça, non? Et il a ensuite ajouté Je veux dire, j'espère bien que c'est le cas pour un gars comme moi. Donnant un bref aperçu de son état d'esprit assez sombre à cette époque. Un peu plus tard, le contrôleur aérien a également mis en ligne un pilote professionnel pour essayer de guider Russell à travers les procédures d'atterrissage potentielles. Quand le pilote est arrivé sur la fréquence, le contrôleur l'a aussi annoncé à voix haute. C'est apparemment un membre de l'équipe au sol chez Horizon qui vole actuellement et a juste besoin d'aide pour contrôler son avion. Roussel a répondu « Non, je n'ai pas besoin. D'autant d'aide. J'ai déjà joué à des jeux vidéo. » Mais il a aussi ajouté « Je voudrais savoir comment sortir cette cabine. Je connais l'emplacement de la boîte. J'aimerais la rendre pressurisée ou quelque chose comme ça. » Cela montre que, même s'il avait probablement passé beaucoup de temps sur simulateur, il ne connaissait toujours pas les systèmes et commandes de base de l'appareil qu'il pilotait maintenant. Il ne comprenait pas comment contrôler le système de pressurisation, ce qui est une fonction de base pour tout pilote formé. Et cela m'amène justement à un point important ici, et à une question qu'on me pose souvent. Un simulateur ou un jeu vidéo peut apprendre où sont les interrupteurs ou comment lire les instruments, mais pas les bases essentielles du pilotage. Sans instructions supplémentaires, qui incluraient les connaissances procédurales nécessaires, la prise de décision et l'état d'esprit requis pour exploiter l'avion de ligne en toute sécurité. Piloter à ce niveau, ce n'est pas seulement connaître les boutons, c'est savoir gérer les situations anormales. Comment gérer la pression et anticiper constamment plusieurs étapes. Nous, les pilotes, passons des années à nous entraîner et à pratiquer non seulement la mécanique du vol, mais aussi la discipline et le jugement qui assurent la sécurité des passagers et de l'équipage. Et la réalité, c'est que la rigueur du vol dans le monde réel distingue rapidement ceux qui pensent simplement pouvoir piloter de ceux qui sont formés et préparés à le faire réellement. Les simulateurs de vol sont un bon loisir et outil d'entraînement, mais une vraie formation de pilote reste nécessaire pour la sécurité. J'ai essayé d'apprendre à mon ami Tom Scott comment atterrir un Boeing 737 avec ou sans pilote automatique via une radio portative. Et vous pourrez voir comment cela s'est passé grâce à un lien que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Le pilote appelé par le contrôleur aérien a tenté d'expliquer à Russell l'utilisation des packs de climatisation pour pressuriser l'avion. 3 interrupteurs se trouvent sur le dessus, veillez à ce qu'ils soient tous en position basse, dirigés vers le nez de l'avion. On ignore si Russell a suivi ces instructions, mais il a continué à voler en grand cercle au-dessus de Seattle. À un moment donné, il a également aperçu un ferry de l'État de Washington, le MV Calitan, traversant le Puget Sound devant lui, et cela lui a apparemment donné une idée. Des dizaines de passagers du ferry ont soudain vu un avion blanc et bleu marine, un turbopropulseur, s'incliner vers eux. Et le Q-4 Synth est rapidement passé devant le navire à basse altitude avant de remonter tout aussi vite. Certains à bord redoutaient qu'il percute le ferry, mais il ne l'a pas fait. Il est resté à distance.
Cet incident fut le moment où Russell s'est le plus approché de blesser quelqu'un au sol. Après avoir frôlé, le M5 Calitan Russell avait remis son Q400 en montée depuis le sol. Scène étrange, un gros avion de ligne volait de façon erratique mais restait contrôlé. Alaska Airlines Q400, qu'est-ce qu'il fiche ici? Je ne sais pas, il ne devrait jamais être si bas ici. Non. À ce moment-là, les deux F-15 qui avaient été envoyés suivaient l'appareil de près, armés à la fois d'un canon et de missiles. Ils étaient prêts à prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les personnes au sol. Le vol a continué avec des communications décousues les minutes suivantes. Le pilote de la tour a tenté d'obtenir altitude et vitesse auprès de Russell, mais il a simplement répondu qu'il pilotait un peu à la main pour le moment. Il s'est ensuite plaint d'avoir quelque chose dans l'oreille avant, soudainement et sans prévenir, d'exploser de colère envers le contrôleur. Bon sang, André, des vies humaines sont en jeu ici. C'était justement ce que les contrôleurs et l'armée ne voulaient pas entendre. Le contrôleur n'a pas réagi, il a juste dit « Rich, ne dis pas ça. » Et Russell a rapidement répondu en précisant qu'il ne voulait blesser personne. « Non, je ne veux blesser personne. » Et il a ensuite plaisanté. « Murmure-moi juste des mots doux à l'oreille. » Après cela, la conversation a pris un ton plus léger lorsque Russell a demandé au contrôleur s'il pensait qu'Alaska Airlines lui proposerait peut-être un emploi de pilote s'il réussissait son coup. « Et tu crois que si j'atterris cet avion avec succès, Alaska me donnera un emploi de pilote? » Je pense qu'il t'offrirait n'importe quel poste si tu réussissais ça. Ouais, c'est ça. Le contrôleur aérien et le pilote ont tenté de convaincre Russell d'amérir, donc d'atterrir sur l'eau. Russell a simplement répondu qu'il voulait les coordonnées d'une orque célèbre pour avoir porté son petit mort sur son dos en signe de deuil. Et Russell voulait vraiment voir cela maintenant. Encore une fois, cela montrait bien que tout cela était loin d'être planifié. Il semblait simplement improviser au fur et à mesure. Sa voix à la radio changea aussi. Et il semblait que sa confiance, qui n'avait jamais été très solide au départ, commençait enfin à se fissurer. J'ai beaucoup de gens qui tiennent à moi et ça va les décevoir. D'apprendre que j'ai fait ça. Je voudrais présenter mes excuses à chacun d'entre eux. Je suis un homme brisé. Il me manque sûrement quelques boulons, mais je ne l'avais jamais réalisé avant. Tu vois ? Mais il n'a pas fallu longtemps avant que la bravoure ne revienne dans sa voix, alors qu'il s'est mis à parler de la beauté de la chaîne de montagnes en dessous de lui. Mec, tu es déjà allé dans les montagnes olympiques? Elles sont magnifiques, sacré nom d'un chien. Et lorsqu'il a commencé à faire demi-tour vers le sud du détroit, il a soudainement lancé « Et pilote, tu crois que cet engin peut faire un salto arrière? Je pense que je vais essayer de faire un tonneau. Et si ça se passe bien, je piquerai du nez et je m'arrêterai là. » Le contrôleur aérien, tentant de rester calme, l'a exhorté à s'arrêter. Le contrôleur aérien a dit de réfléchir avant d'agir. « J'ai un autre pilote qui arrive pour vous aider. » Mais c'était déjà en train de se produire. Vers 20h30, Russell est monté soudainement à environ 5000 pieds et il a ensuite tiré sur le manche à balai, a fait rouler l'avion, l'a mis sur le dos et a effectué un tonneau complet. C'est quelque chose que je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il soit capable de faire. D'une façon ou d'une autre, le Q400 est sorti intact de la plongée à seulement 3 mètres au-dessus de l'eau. Cette manœuvre folle a aussi été filmée par des témoins sur leur téléphone, montrant l'avion entrer et sortir du tonneau en douceur, sans décrochage ni vrille. Derrière le Q400, 2 F-15 suivaient, prêts à agir, avec 2 pilotes de chasse à bord, légèrement impressionnés. Ou du moins, c'est ce que la communication incrédule entre eux a montré par la suite. Ces 2 F-15 étaient toujours assez proches pour le voir directement. Ils devaient l'observer, le suivre et n'agir qu'en cas d'absolue nécessité. L'inquiétude des militaires persistait, Russell volant toujours près des villes et restant imprévisible, comme l'a montré sa dernière acrobatie. « Et c'est moi qui ai fait ça », a dit Russell, manifestement fier de lui. Je me disais, je vais tout rater et m'écraser contre quelque chose, mais bon sang, j'ai réussi.
Même après cette prouesse acrobatique, Russell n'a jamais vraiment montré d'intérêt pour l'atterrissage. Au cours des 10 minutes suivantes, le contrôleur aérien lui a proposé plusieurs options. McCourt, la base aérienne, Boeing Field, même les pistes ouvertes de Tacoma Narrows. Mais à chaque fois, il a refusé. Sous lui, les crêtes et lacs alpins du parc national olympique disparaissaient dans le crépuscule. Et ce fut le dernier endroit précis qu'il mentionnerait sur les enregistrements. Le ton de sa voix s'adoucit encore davantage. Le regret dominait, effaçant ses plaisanteries et esquives. Le contrôleur aérien a tenté à plusieurs reprises de contacter Roussel et d'échanger avec lui. Quand Roussel a demandé s'il pouvait randonner dans les montagnes olympiques qu'il voyait à travers son pare-brise, mais son dernier message enregistré restait mystérieux. Pas pour longtemps et j'ai l'impression qu'une de mes instances est en train de lâcher ou quelque chose comme ça. Et cela pourrait éventuellement indiquer qu'il était finalement à court de carburant. À ce moment-là, l'avion a de nouveau viré, repartant vers le sud, puis de nouveau vers l'ouest, et il n'y aurait plus aucun appel radio après cela. Enfin, à 20h46, après environ 75 minutes de vol, le Q-4 Cent s'est brusquement écrasé dans une zone boisée de l'île Catron, une région peu habitée au sud du Puget Sound. Aucun blessé au sol, l'avion détruit sur le champ. Richard Roussel tué. La lecture du National Transportation Safety Board à partir de l'enregistreur de données de vol a ensuite confirmé que le crash était probablement intentionnel. Elle a montré que l'avion dérapait fortement sur le côté lors de la dernière minute, peut-être à cause de la panne moteur mentionnée par Richard Russell, mais il était resté contrôlable durant les toutes dernières secondes. Et l'enquêteur a noté que si Richard Russell avait voulu éviter l'impact, il avait encore le temps et l'énergie de tirer sur le manche à balai, de relever le nez et d'initier une montée. Mais le manche à balai est resté en avant de la position neutre et a été poussé encore plus avant l'impact. Le vol, bien que dévastateur, avait épargné les autres. L'emplacement, que ce soit par intention ou par accident, a fait en sorte que les dégâts ne concernent que lui. L'impact était visible du continent et les secours ont rapidement été envoyés vers les îles Catron. La boule de feu avait provoqué un incendie dans les bois, mais personne ne pouvait sauver de vie. L'appareil s'était totalement désintégré à l'impact et Richard Russell n'était plus. Ce soir-là, les forces de l'ordre sont allées chez sa famille pour annoncer la terrible nouvelle. Le FBI, le NTSB et la TSA ont lancé des enquêtes en même temps. Et dans le monde entier de l'aviation, une question résonnait plus fort que toutes les autres. Comment cela a-t-il pu arriver? Dans les jours qui ont suivi, des éléments du puzzle ont commencé à émerger. Russell n'avait aucun antécédent de troubles mentaux. Il n'a laissé aucune note, manifeste, ni preuve d'un motif politique ou idéologique. Il n'avait ni coordonné ses actions, ni proféré de menaces. C'était un homme discret, créateur de vidéos amusantes et travailleur. Donc, à cause de cela, il n'avait pas été signalé, il n'était même pas surveillé, il avait simplement volé un avion. En 2019, le FBI a publié son rapport final, confirmant que Russell avait agi seul. Aucune faille de sécurité n'a eu lieu en dehors des accès déjà accordés. Et même avec le recul, le FBI n'était pas certain qu'il existait un moyen pour qui que ce soit de savoir qu'il ferait cela. C'était sûrement l'aspect le plus glaçant de cette histoire. Il faut comprendre que l'aviation repose entièrement sur la confiance. Pilote envers contrôleur, répartiteur envers équipage, maintenance. Nous faisons confiance au carnet de bord et croyons tous tacitement que personne n'abusera de l'accès accordé. Russell a réussi à contourner ce système. Il a utilisé son badge pour monter dans un avion stationné et décoller sans forcer l'entrée ni esquiver la sécurité. Et cela, je pense, a bouleversé quelque chose en chacun de nous. Pas seulement à cause de ce qu'il a fait, mais aussi à cause de ce que cela pouvait signifier. Dans un système conçu pour empêcher les menaces d'entrée, personne n'avait vraiment prévu une menace déjà présente à l'intérieur. Depuis, les politiques d'accès, protocoles de surveillance et formation sur les menaces internes ont été modifiées. Il existe désormais davantage de mesures de sécurité, notamment autour des avions stationnés et des travailleurs isolés. Beaucoup de compagnies aériennes et aéroports appliquent la règle des 2 personnes, interdisant à quiconque de se déplacer seul près d'un avion.
Et peut-être que cela suffira à rendre un autre incident de ce type moins probable, parce que, honnêtement, celui-ci était vraiment unique. N'ayant pas constaté d'autres incidents, il semble que le système fonctionne toujours. Le principal changement concerne l'état d'esprit de ceux qui travaillent dans ce secteur, pas les procédures. Cette histoire ne parle pas d'échec, mais d'humilité. Cela rappelle que, malgré les procédures et protocoles, nous restons humains, et que la confiance, cette chose même sur laquelle repose notre système, n'est pas quelque chose que l'on peut enfermer dans une armoire ou marquer avec un badge. Elle doit être gagnée et surveillée. Nous devons surtout être prêts à soutenir nos amis et collègues autour de nous. Ce ne sont pas toujours les plus visibles qui causeront des problèmes. Liens vers des lignes d'assistance et ressources seront en description ci-dessous. Alors n'ayez jamais peur de demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Je tiens à adresser un remerciement tout particulier à mon scénariste, Harry, pour cet épisode, car je sais que cela a été difficile pour toi de l'écrire. Je remercie aussi mes soutiens sur Patreon qui rendent ces épisodes spéciaux possibles. Pour voir mon prochain épisode en avant-première, scannez ce QR code ou rendez-vous sur patreon.com/. Rejoignez /Mentour Pilote et n'oubliez pas non plus de consulter une offre spéciale de mon sponsor ci-dessous. Je suis Peter Hörnfeldt, bienvenue sur Mentour Pilot. Passez une excellente journée. À bientôt.